Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Baumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants, au parcours remarquable. Leur point commun ? Ils ont su croire en eux afin de prendre leur envol et mettre en scène leurs passions, talents, convictions et potentiel. Au-delà d'une simple valorisation de ces vécus passionnants, Instant Cactus se veut aussi une exploration des réflexions et questionnements qui ont jalonné leur chemin. En espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol, je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, je m'entretiens avec Samuel Grandchamp, scénariste et réalisateur, dont l'un des courts-métrages, intitulé Le Barrage, a obtenu le Léopard d'Or au Festival de Locarno en 2015. Bonjour Samuel. Bonjour. Merci beaucoup pour ta participation aujourd'hui. Plaisir, merci. Je vais te laisser te présenter, peut-être raconter un petit peu ton parcours de ces dernières années. Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Samuel Grandchamp, je suis né et j'ai grandi à Genève. Donc, j'habite aujourd'hui à New York où je fais du cinéma. Je suis arrivé à New York il y a à peu près 8 ans. Puis je suis jamais parti. Et aujourd'hui, on se retrouve à Genève dans le confinement du coronavirus. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé au cinéma à l'époque ? Alors, j'ai un père photographe qui faisait du cinéma et qui m'a un petit peu initié au cinéma depuis mon plus jeune âge. Et puis j'ai grandi donc un peu en regardant les films avec lui. Et c'est vrai que j'ai jamais vraiment eu la volonté de faire du cinéma au début. Et puis je me suis essayé un peu à ce médium pour mon travail de maturité pour faire un documentaire. Et puis j'ai découvert et ça m'a beaucoup plu. Je ne me suis pas tout de suite tourné vers le cinéma. J'ai fait des études d'économie avant à HEC. Et puis j'ai ressenti ce besoin en fait, de répéter un peu l'expérience que j'avais pu avoir avec ce travail de Mathieu et de me lancer dans un master en cinéma. Puis j'ai continué sur cette voie, on va dire. Et tu disais effectivement donc, à New York, donc c'était la Tisch School of the Arts, donc école super prestigieuse. Tu avais, comme tu disais, un tout petit bagage de par ton travail de Mathieu, mais concrètement, j'imagine le processus de sélection est assez lourd. Oui, c'est un processus de sélection assez long, mais je ne pense pas qu'il y a de formules particulières. Ils aiment les... je pense qu'ils aiment les parcours un petit peu hétéroclites. Peu de gens, au final, viennent du monde du cinéma, déjà. Ils aiment, je pense que les étudiants arrivent avec un bagage peut-être un petit peu autre, dans lequel ils puissent puiser, on va dire. Et puis, c'était mon cas. J'avais quand même fait 1 ou 2 films au moment où j'ai posé mon dossier. Et puis après, avec des interviews, on rentre. Je pense pas que... Il y a des formules magiques, en tout cas pour y arriver. Je pense qu'il faut être soi-même et puis peut-être avoir quelque chose à dire. Parce que sur l'admission en tant que telle, tu devais présenter un dossier ou un court-métrage ou pas du tout ? C'était uniquement sur dossier personnel ? Non, alors c'est une grosse application. Il y a plusieurs choses, dont justement des courts-métrages, des courts-métrages, pas forcément des courts-métrages, mais du travail cinématographique à présenter. Ça peut être du documentaire, ça peut être des clips musicaux, ça peut être plein de choses. Mais il faut quand même présenter quelque chose de visuel. Et puis surtout, en fait, ça se base pas mal sur de l'écriture, de différents exercices d'écriture, en fait, que ça soit une idée pour un long-métrage, que ça soit quelques scènes très précises en fait. Un court-métrage par exemple, il nous donne pas mal de contraintes qui permettent de tester un peu la créativité, j'imagine, des applicants. Et puis c'est beaucoup d'écriture, ça prend quelques mois quand même de préparation et voilà. Et puis ensuite c'est une série d'interviews et puis on y est. Et puis la grande nouvelle. Et ensuite, en quoi consistait le master, en fait, les cours en tant que tel ? Parce que moi qui suis totalement étrangère à ce monde-là. Bien sûr, alors c'est un long master, c'est-à-dire c'est 3 ans de master, donc 3 ans de cours, plus une thèse après, sous forme de film donc. On t'apprend un peu tout le paysage cinématographique, que ce soit évidemment de l'écriture, de la réalisation, de la cinématographie, mais aussi plus des choses techniques comme le son, le production design qui est donc la décoration dans un film, enfin plein de choses au final assez techniques pour donner un bagage un peu complet et surtout une compréhension de comment marche un film et puis favoriser surtout cet esprit de collaboration qui est très fort à Tisch. Et du fait qu'on soit qu'une trentaine d'étudiants pendant 3 à 5 ans, ça crée des liens évidemment et puis on est tous beaucoup encore en contact, à travailler sur les projets les uns des autres. Je dirais qu'une des choses qui est
assez propre à Tish et que moi j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est très pratique. On te dit beaucoup en fait, de prendre ta caméra et d'essayer. Et c'est comme ça que tu apprends. Donc beaucoup de cours en fait te demandent chaque semaine de créer quelque chose. Les fameux directing exercises qu'on doit rendre chaque semaine pendant 2-3 ans. Et voilà, ça nous permet vraiment de tester, d'essayer des choses, de comprendre comment ça marche. Et puis ça, c'est vrai que je crois que c'est assez unique avec Tish. Beaucoup d'autres écoles, super d'autres écoles de cinéma, sont peut-être un petit peu plus théoriques. Moi, c'était peut-être pas trop ce que je voulais. Je cherchais peut-être en effet plus cette pratique et ça, pour ça, c'était vraiment génial. Et puis j'imagine que tu te décomplexes aussi vachement. Si tu fais ça toutes les semaines, tu te désacralises un peu l'exercice aussi. Oui, bien sûr. Et puis ça, c'est une autre chose qui nous apprennent, c'est de savoir donner du feedback en fait. De recevoir et de savoir donner du feedback. On se fait critiquer, on doit aussi apprendre à critiquer de manière intelligente. C'est des très petites classes de 6 à 8 personnes, donc forcément c'est très intime. Et on arrive parfois à aller assez loin en fait dans le feedback et puis dans de l'émotionnel aussi. Voilà, on ressort pas toujours indemne et avec le sourire, mais ça fait avancer. Et on va parler de ton court-métrage Le Barrage qui en 2015 a obtenu le Léopard d'Or en catégorie nationale au Festival de Locarno. Je crois qu'il a été sélectionné aussi dans de nombreux autres festivals. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, peut-être quelques mots sur le scénario Donc c'est un court-métrage sur un père et un fils qui partent le temps d'un week-end explorer le barrage de la Grande Dixence, qui est le plus grand barrage d'Europe et qui est un rêve d'enfant du petit. Et puis, à travers en fait ce contexte temporel et dramatique en fait assez restreint, on teste cette relation père-fils et plus généralement la place d'un enfant dans une famille un peu décomposée. Et ce que ce qui peut en sortir. Et le but avec ce film, c'était à la fois de tourner ici en Suisse, ce que je n'avais pas fait depuis un petit moment en étant aux États-Unis, donc de retourner un peu dans un environnement dans lequel j'ai grandi. Et puis c'était de trouver une manière de dire certaines choses plus visuellement, avec des images qu'avec des dialogues. Et donc ce contexte, encore une fois, assez en fait restreint, renforce un peu le drame. Et c'était un peu le but de venir tourner ça ici en Valais. Et du coup, d'où t'es venue l'idée de ce film? Est-ce que tu me mets, j'imagine, un peu de toi, forcément, pas que? Bien sûr, non, on essaie toujours de puiser un peu dans pas forcément des expériences personnelles, mais des ressentis, des émotions un peu intérieures. Donc je viens d'une famille où mes parents sont séparés et où j'ai dû donc aussi apprendre à trouver ma place dans ce genre de dynamique. Et puis mon père, encore une fois mon père, qui m'a initié à la base au cinéma, m'emmenait souvent en week-end ou en vacances avec un bus. C'était un bus VV avec mon père, mais là dans le film, c'en est pas un. Et donc j'avais envie de tester ça aussi au cinéma. Et le but, encore une fois, pour rajouter un peu des contraintes, c'est que dans un bus, dans une voiture, il y a des contraintes d'espace, de cohabitation forcée, entre guillemets, qui peuvent parfois justement renforcer aussi les liens, ou on va dire tester les liens entre des personnages. Et donc ça m'est venu un peu d'expérience ou de souvenirs personnels, bien que évidemment l'histoire qui est racontée dans le film n'est pas totalement autobiographique, mais on est tiré de certains souvenirs. Et t'as pris combien de temps du coup pour écrire ce scénario? Est-ce que ça s'est fait de manière assez suivie ou bien c'était bout par bout? Comment tu procèdes? Alors ce processus-là a été assez rapide au final. En fait, c'est un film qui a été fait dans le cadre de Tish, donc de mon master, en 2e année. Et donc on avait simplement une deadline pour rendre un scénario. En fait, on devait arriver le premier jour de la 2e année avec un scénario pour ce qu'eux ils appellent le film de 2e année, qui est un gros bout quand même dans le cursus, sur lequel on travaille pendant plusieurs mois pendant cette 2e année. Donc j'ai écrit ce film pendant l'été avant, en étant d'ailleurs en Suisse. Et donc bizarrement, ou peut-être pas bizarrement, mais ça a été assez facile à écrire, alors que c'est plutôt quelque chose où j'ai l'impression que, pour moi en tout cas, c'est l'étape la plus difficile. Et celle-là est venue assez facilement. Et puis ensuite, on a travaillé un petit peu le film, évidemment, à New York, avec mes professeurs et mes mentors qui me suivaient. Et puis ensuite, on est venu tourner ici avant l'hiver. Donc ça, en fait, ça a été assez rapide. Parce que le tournage, ça a duré combien de temps ensuite? Je crois que le tournage, ça devait être à peu près une semaine. Ok, ah ouais, c'est hyper condensé. Ouais, une semaine. Une semaine après quand même de longs mois de montage. Et puis il y a quand même un travail que le grand public parfois ne connaît pas forcément. Mais il y a le montage d'abord, qui est au final
peut-être la phase d'écriture la plus importante, je trouve. C'est-à-dire que voilà, maintenant on a le matériel et puis on a donc un nombre de séquences un peu restreint qu'on a tourné et qu'on ne peut pas forcément retourner ou difficilement. Et puis voilà, il faut trouver la meilleure histoire dans ce qu'on a. Donc c'est vraiment une phase de réécriture qui peut prendre pas mal de temps. Et puis ensuite, une fois que le montage est fini, alors là, il y a pas mal de choses techniques, évidemment le son. On doit attendre que le montage soit fini pour pouvoir caler le son sur le montage fini, parce que si ça bouge après, ça complique. La couleur, et puis ensuite toutes sortes de choses techniques pour ensuite diffuser en fait le film. Donc voilà, mais on a fait ça, et puis on a eu la première du film justement à Locarno l'été d'après, donc ça a pris moins d'1 an en tout, ce qui est, je trouve, plutôt rapide. Ouais, effectivement. Et en fait, comment tu as été sélectionné ? On envoie le film, il y a des appels à projets, comme dans la plupart des festivals, et puis voilà. Et le jour où, ça doit juste être dingue, non ? Enfin, je sais pas. Ouais, l'appel est fait plaisir. Puis donc une fois qu'on a la nouvelle, il faut se préparer un petit peu aussi à apprendre à naviguer un peu ce genre de festival. Voilà, pour moi, c'était ce premier festival évidemment de cette envergure et il y a beaucoup de choses qui s'y passent et puis il faut savoir en tirer le meilleur. Et donc voilà, c'est aussi une partie en fait de ce métier qui est à apprendre comme le reste et qui est assez intéressant. Et tu parlais avant du tournage et puis de tout ce qui suivait. Est-ce que, quelle envergure, on va dire, l'équipe ou les moyens qu'il faut ? Alors, pour ce film, encore une fois, comme c'était au final quand même un film d'étudiant, c'était assez petit, en tout cas, par rapport à ce qui peut se faire ensuite. Et puis, évidemment, comme c'est quand même un road movie, c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans la voiture, on est beaucoup en voyage, tout se passe quand même un petit peu sur la route, ou bien dans des étapes où il s'arrête. Il fallait aussi qu'on soit une équipe assez restreinte parce que ça complique un peu la logistique. Donc, je pense qu'on devait être... je me souviens plus, une 12-15 de personnes, ce qui n'est pas énorme. Et en termes de moyens, de fonds, j'imagine que c'est plusieurs milliers de francs, ou d'euros selon qui nous écoute. Comment est-ce que tu as trouvé ces fonds ? Tu fais des crowdfunding ? C'était des financements personnels ? Ouais, alors là, il y a une partie qui est, une partie du matériel par exemple qui a été mise à disposition par Tish justement, qu'on a fait venir par avion depuis New York. Et puis le reste, c'est vrai qu'on a besoin quand même d'un peu de cash, donc on a été chercher un peu d'argent par-ci par-là. Étant donné l'agenda assez rapide qu'on avait, on n'a pas eu le temps de faire appel à des fonds publics comme c'est généralement fait en Suisse, de l'aide publique, et du coup on a dû aller voir un peu des privés, des associations, aussi évidemment des amis et de la famille qui sont intéressés et qui nous soutiennent. Donc voilà, c'était vraiment un petit budget, mais je dois dire que j'ai eu la chance de travailler avec quelques producteurs qui m'accompagnaient, qui étaient souvent des amis, et qui sont vraiment démenés pour trouver des solutions à tout. Et puis après il y a Lécal aussi localement qui nous a aidé, Lionel Bayer en particulier, qui nous a donné un petit coup de pouce. Donc voilà, on a essayé de trouver des fonctionnements qui faisaient que ça réduisait un petit peu le coût. Et en termes, tu parlais avant du festival, est-ce que tu as eu des retombées à titre personnel suite à tes récompenses et nominations au festival ? Oui, c'est toujours évidemment une bonne carte de visite, on va dire, et puis ça permet d'avancer, et puis de faire le prochain, et puis de rencontrer des gens. Voilà, je pense que ça fait partie c'est un peu ça qu'on fait en fait. On cherche des gens, on collabore, on trouve des idées, on passe au prochain projet, et si il a un certain succès, on continue. Donc je pense que oui, bien sûr, ça fait avancer. Et tu parlais avant de la relation père-fils pour le barrage, mais en tant que réalisateur, quels sont les sujets qui te tiennent particulièrement à cœur ? J'aime beaucoup les films en fait très, on va dire, réalistes, qui tirent peut-être un petit peu du documentaire. Comme je te disais, un de mes premiers petits films a été un film de documentaire, et puis au final j'en fais toujours beaucoup et j'aime beaucoup ça. J'en fais évidemment presque plus que de la fiction parce que c'est peut-être plus rapide à faire en fait, et puis surtout c'est quelque chose qui se tourne plus facilement. Et donc je suis très inspiré, je pense, par ce genre de cinéma, par des films du coup qui opposent des personnages assez vrais, assez réels, dans des situations assez réelles, et que le style cinématographique soit aussi proche du documentaire, du coup avec des ratures, avec des mouvements qui puissent parfois être vraiment à l'encontre de ce qu'on voit peut-être, qui est souvent très léché, avec le point ou le focus qui n'est pas toujours bon. J'aime bien parfois m'inspirer de ces imperfections et puis laisser ça vivre en fait sur
sur l'écran. Ok, donc un côté brouillon, mais quand même travaillé. Ouais, bien sûr, non, évidemment, parce qu'il faut savoir ce qu'on veut dire, et puis comment on veut le filmer, et puis en fait, je pense que c'est ça d'ailleurs qui est intéressant, c'est que même si c'est très cru, on va dire, c'est toujours évidemment très pensé, et puis même répété, et d'ailleurs avec le barrage, j'ai découvert que par exemple, j'aimais vraiment beaucoup faire beaucoup de scènes. Donc même si de nouveau ce style il est assez peut-être un peu documentaire et cru, voilà, on faisait à chaque fois à peu près 20 prises pour chaque scène, et puis on voit vraiment en fait l'évolution à chaque prise, non seulement dans la répétition mais en fait les acteurs se fatiguent aussi, et il y a quelque chose à tirer dans cette fatigue. Évidemment, il faut savoir la gérer, mais dans la répétition, en fait, quand ça vient naturel, quand l'acteur n'y pense plus, et ben, il arrive à accéder à quelque chose qui est vraiment intéressant. Donc ça fait aussi partie de ça. Je crois que c'est David Fincher qui fait ça à l'extrême, au point où il peut prendre plusieurs jours pour tourner une scène. Mais bien sûr, donc tout ça pour dire que même si c'est parfois cru, c'est évidemment tout à fait intentionnel et répété. Et toi, tu privilégies le court-métrage, on l'a déjà dit, mais pourquoi ce format? Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Non, enfin, je privilégie pas forcément le court-métrage, c'est-à-dire que c'est le format qui s'offre à de jeunes réalisateurs parce que c'est moins cher, c'est plus court, et puis surtout parce qu'un long-métrage, c'est une entreprise assez grosse, et puis il y a des moyens financiers évidemment qui sont importants, et donc forcément qui sont pas toujours offerts à de jeunes réalisateurs. Donc c'est un petit peu, comme je disais avant, la carte de visite qu'il faut se faire, qu'il faut se créer avec le court-métrage pour ensuite accéder au long-métrage, mais c'est pas quelque chose que je privilégie particulièrement, c'est les débuts, voilà. Ouais. Et on le disait avant par rapport à tes critiques pendant le master, mais être dans la création, c'est quand même sacrément vulnérable, c'est mettre une part de soi au monde, c'est un peu, voilà, j'imagine que tes films, c'est un petit peu tes bébés d'une certaine façon. Est-ce que c'est difficile comme ça de se soumettre au regard des autres et de dire, bon voilà, je mets ça dans la sphère publique, les jugements vont arriver? Ouais, c'était pas facile. J'espère que c'est pas toujours des jugements, mais des opinions. Et puis, encore une fois, je pense que c'est important en tout cas en tant qu'artiste, pas forcément en tant que réalisateur, de s'ouvrir à ça, de s'en inspirer, d'écouter, d'apprendre à recevoir justement des retours, du feedback. Après, évidemment, dans le sujet, souvent, on se met un peu à nu, et puis je pense que c'est ça qui est intéressant, évidemment. C'est quelque chose qui m'a été beaucoup aussi appris par certains de mes professeurs, c'est-à-dire que quand on a une relation personnelle, pas forcément directe, mais en tout cas un intérêt avec le sujet, forcément on vit ça différemment, on s'ouvre différemment et on met ça en scène un petit peu différemment. Donc c'est sûr que quand c'est sur le grand écran et qu'il y a des gens qui regardent, on se sent un petit peu dénudé, mais voilà. Et je pense que la beauté du cinéma, c'est que en fait on met ça en images plutôt qu'en mots, et puis c'est peut-être ça qui m'a attiré spécialement avec le cinéma, c'est-à-dire que voilà, je préfère mettre en image et puis peut-être comment dire, laisser place à l'interprétation plutôt que de forcément écrire ça sur un papier qui, moi, je trouve ça extrêmement difficile. Et je suis d'ailleurs tout à fait en admiration avec les gens qui arrivent à faire ça. Est-ce que toi, il y a des films, voilà, ou des courants, des réalisateurs qui t'ont particulièrement influencé, qui influencent ton travail? Oui, bien sûr, on est toujours à la recherche, évidemment, d'inspiration, et j'ai quelques réalisateurs que j'aime particulièrement, beaucoup de réalisateurs indépendants américains, comme Scorsese et Jarmusch, typiquement à New York, qui ont d'ailleurs Fétiche, et qui était une des raisons pour lesquelles je voulais absolument faire cette école. Et puis ensuite, ici en Europe, voilà, les films de Wim Wenders, qui a aussi, justement, comment dire, découvert l'Amérique à sa façon, avec certains films comme Paris, Texas, ou d'autres, Alice in the Cities. Et puis un autre, on va dire un binôme, moi, qui me touche beaucoup, c'est les frères Dardenne, qui sont belges, qui de nouveau, quand je disais, qui s'inspirent du documentaire ou qui soient assez crus, je pense que ça fait partie des... Oui, cet aspect brut un petit peu qui ressort. Voilà, qui moi me touche beaucoup, et que j'essaie un petit peu de retranscrire dans les choses que je fais. Avec ton style et ta patte, on va dire ça comme ça. Ouais, après ça c'est quelque chose, je pense, qui se forme au cours des films, au cours des années. J'ai pas fait grand chose encore, hein. Je suis tout jeune, je pense, j'espère, dans ma carrière, si j'en ai une, mais je pense que c'est quelque chose qui va peut-être s'affiner avec le temps. C'est un métier qui est assez intéressant d'une certaine façon, parce que c'est pas quelque chose qu'on doit avoir fait et fini à 30 ans.
Puis je crois que plus on en fait, plus on apprend, et puis c'est des choses qui s'établissent sur des décennies, et surtout sur des multitudes de projets. Donc je sais même pas si j'ai vraiment trouvé de patte encore, mais on cherche à chaque fois. Tu vois une évolution depuis que tu as commencé, on va dire, parce que du coup depuis, on va dire, le documentaire pour le travail de Mathieu, qui était quand même à un certain moment maintenant. Ouais. Forcément il y a une évolution, mais même plus récemment. Bien sûr, mais il y a une évolution dans ce qu'on veut dire, une évolution dans la compréhension du médium, dans la compréhension aussi technique et de direction d'acteur. En termes de style aussi, évidemment, je me suis essayé à d'autres styles après le barrage avec 1 ou 2 films qui m'ont beaucoup moins, je vais pas dire plu parce que c'est pas que ça m'a pas plu, mais je me suis senti un petit peu moins libre peut-être de m'exprimer, et c'était un petit peu plus compliqué pour moi de trouver le ton juste et la manière d'amener ce que je voulais amener. Donc c'était une expérience assez forte, et encore une fois je suis tout à fait content d'avoir fait ce genre d'expérience ratée, on va dire, parce que je pense que c'est vraiment comme ça qu'on apprend. Et justement, depuis le barrage, sur quoi est-ce que tu as planché et qui tu voudrais évoquer aujourd'hui? Alors après le barrage, j'ai fait un autre film, un autre court-métrage justement, produit ici en Suisse avec l'aide des fonds suisses justement. J'ai écrit un premier long-métrage en finale que j'ai mis de côté il y a 1 ou 2 ans. Parce que j'avais envie de passer à autre chose. Donc voilà, je suis retourné un petit peu à zéro, et là je travaille du coup à l'écriture d'un autre long métrage qui, il y a quelques mois de nouveau, j'ai un peu repris à zéro, toujours dans la même idée, mais ça fait partie de ce travail en fait de construire, de déconstruire, de reconstruire différemment, et de trouver vraiment ce qu'on a envie de dire. Et du coup, voilà, donc ce deuxième long métrage dont on est toujours en écriture, et puis ensuite, comme je disais, des projets documentaires aussi, dans 2 projets documentaires, en l'occurrence de long métrage de nouveau. Et entre-temps, j'ai fait des choses un petit peu plus courtes de nouveau pour la RTS par exemple, certains documentaires pour la RTS. Hyper cool. Et en parallèle, donc, tu as créé aussi ta propre entreprise, je crois, qui produit sûrement des contenus à visée publicitaire. Donc j'imagine que c'est un marché qui est quand même assez concurrentiel parce que très prisé. Comment est-ce que tu t'y es positionné? C'est quelque chose qui arrivait assez naturellement, que je cherchais pas forcément à faire, mais j'ai eu l'occasion d'avoir 2-3 petits jobs comme ça à la fin de mon parcours universitaire, évidemment pour faire un petit peu de sous aussi, parce que les courts-métrages ça permet pas de vivre. Et puis en fait, je me suis assez vite spécialisé dans une autre passion que j'aime beaucoup, qui est l'horlogerie, qui m'a toujours assez fasciné. Évidemment, en ayant grandi ici, c'est sûr que c'est quelque chose auquel on est peut-être un peu plus sensible, mais je trouve vraiment que c'est un art en fait assez magnifique, assez unique. Et voilà, j'ai eu la chance en fait de travailler principalement avec des marques horlogères, et puis ensuite ça s'est un petit peu évolué. Aujourd'hui donc on a une boîte de production qui est spécialisée dans le contenu, pas forcément publicitaire au sens traditionnel, c'est-à-dire plus vraiment télévision, parce que ça se fait beaucoup moins, mais voilà, plus ce qu'on appelle du branded content, que ça soit en ligne, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit parfois en direct. Voilà, on spécialise vraiment dans cette niche en fait de l'horlogerie, pour qui en fait le marché américain est un énorme marché aussi, donc le fait qu'on soit à New York, c'est assez intéressant aussi. Et puis en même temps, évidemment, connaissant un petit peu la langue, et puis surtout en ayant appris pas mal sur l'horlogerie et sur certains termes techniques et compréhension de comment ça marche, évidemment, je me suis de plus en plus spécialisé là-dedans, et c'est quelque chose que j'adore. Et tu disais donc après ton parcours universitaire, ça t'est arrivé un peu naturellement. Comment est-ce que tu te fais connaître par la suite? J'imagine qu'il y a du bouche à oreille, c'est un peu du réseau aussi. Oui, tout à fait, c'est du bouche à oreille, c'est du réseautage. Une des particularités qu'on a, c'est qu'on travaille principalement en direct avec les marques, et donc on passe pas forcément par des agences. Okay. Et ça, en fait, ça nous a permis de créer des liens assez forts avec les marques, et puis avec des gens qui y travaillent, évidemment. C'est un petit monde qui bouge de marque en marque, et puis c'est évidemment les salons d'horlogerie, comme le CHH ici à Genève, qui permettent de rencontrer des gens, de parler de projets à venir. Et puis, encore une fois, c'est un monde en final assez petit, c'est un monde de passionnés, donc on connaît vite un peu les gens. Puis voilà, c'est vraiment passionnant. Alors, je voulais te demander par rapport à ton expérience, vu que tu viens de Suisse, mais tu vis aux États-Unis, est-ce que tu arrives un peu à mettre en lumière les différences entre les 2 systèmes par rapport au monde du cinéma? Alors, la question semble un peu triviale parce que c'est pas du tout les mêmes marchés, mais juste voilà, de manière assez rapide, qu'est-ce que tu vois comme peut-être avantages, désavantages des 2 côtés?
Bon, chacun des systèmes a ses avantages et ses désavantages. Disons que c'est des systèmes très très différents. Le marché américain, c'est un marché privé, on va dire, avec de l'argent privé, et du coup avec des productions qui doivent faire de l'argent. C'est vraiment... Alors après, il y a Hollywood qui est comment dire, la quintessence de ce marché, de faire de gros films et de faire de beaucoup d'argent. Mais disons que voilà, il y a ces deux systèmes différents. Il y a le marché européen et suisse qui est financé principalement par de l'argent public, du gouvernement, du ministère ou du département de la culture, ici en Suisse justement, et qui n'existe pas aux États-Unis. Donc voilà, encore une fois, les fonds viennent de privé. Et puis ça, je pense qu'au final, ça a quand même un impact aussi sur la façon dont les choses sont faites. Encore une fois, ça permet, évidemment, le marché public permet de faire des films qui seraient évidemment pas du tout rentables aux yeux des Américains, et qui sont peut-être d'une certaine manière un petit peu plus artistiques, ou du cinéma d'auteur, qui sont parfois un peu plus difficiles justement à faire aux États-Unis. Mais à l'inverse, ce système américain, c'est aussi un système qui fait que j'ai l'impression qu'il y a une envie de réussir, et il y a vraiment une niaque, j'ai envie de dire, très américaine, qui est aussi, je pense, quand même liée à cette méthode de production. Je pense que l'esprit des producteurs et aussi juste de toute cette entreprise cinématographique est assez différente. Et évidemment, il y a beaucoup plus à perdre, j'ai l'impression, dans le privé. Non seulement il y a que le film ne peut pas réussir, mais il y a d'autres implications. Voilà, il y a quand même cet esprit qui m'a fait peut-être rester aux États-Unis, qui est que là-bas, c'est vraiment des problem solvers. C'est des gens qui ont quand même envie de jamais dire non, et de trouver des solutions à des problèmes avant de capituler, on va dire, et qui je pense est très propre à ça, et qui parfois me manque un petit peu en revenant ici en Suisse. Et voilà, mon rêve, d'ailleurs avec le film que je suis en train d'écrire, ça serait de lier ces deux univers, et en termes évidemment narratifs, mais aussi peut-être un peu en termes de façon de faire les choses, de production, et parce que voilà, les deux univers ont leurs avantages, mais c'est vrai qu'il y a quand même une niaque aux États-Unis, et de doers qui est assez spécial et unique aux États-Unis, et je pense particulièrement à New York. Est-ce que, vu qu'on arrive à la fin de cet épisode, tu as des projets que tu voudrais partager ici, outre l'écriture dont tu parlais avant ? Oui, donc ce film de long métrage que j'écris en ce moment est indirectement lié en fait au barrage, et donc je suis revenu un petit peu il y a quelques mois à l'écriture de quelque chose qui était lié à ce sujet, mais qui se passe aux États-Unis justement, et donc d'où le lien entre la Suisse et les États-Unis, et puis qui se passe aussi à un autre moment. Enfin voilà, beaucoup de choses sont différentes, mais on explore certaines des mêmes thématiques. Et puis voilà, et puis 2-3 autres projets, comme je disais, de documentaires qui sont encore certains au stade un peu embryonnaire, qui j'espère vont se faire rapidement. Et puis voilà, on continue d'écrire. J'ai des courts-métrages qui sont écrits, mais que j'attends d'avoir la chance et l'opportunité de faire, et au bon moment surtout. Mais le but maintenant vraiment c'est de passer au long-métrage. Premier long-métrage qui est un peu une épée de Damoclès, parce que voilà, c'est risqué, et puis c'est une autre envergure. Il y a beaucoup de moyens de se rater, même si c'est bien de se rater. C'est sûr que quand ça prend des dimensions comme ça, ça a plus de répercussions, et donc on prend un petit peu plus son temps. Et pour conclure, si tu devais donner un conseil à des réalisateurs qui se lancent, peut-être c'était toi il y a quelques années, qu'est-ce que tu dirais ? Voilà, qu'est-ce qui est important pour réussir, ou tout du moins se lancer ? Je me souviens de l'accueil en fait du directeur du programme à Tige que j'ai fait. Premier jour, on était une trentaine de personnes dans cette salle. Voilà, on était une trentaine à être acceptés, et puis on était tous là ensemble. On se connaissait pas, évidemment. Il y a de la timidité, il y a évidemment un peu de peur parce qu'on ne sait pas vraiment dans quoi on se lance. Il y en a beaucoup comme moi qui venaient d'un milieu pas du tout de cinéma, donc on ne sait pas vraiment où on va. Et puis la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a dit, voilà, maintenant vous avez en tout cas 3 ans pour venir ici et pour fail. You're here to fail. Et
This is a safe space to fail. Il disait, donc c'est vraiment un endroit où vous avez le droit de rater et où en fait c'est un petit peu une bulle hermétique où on doit se sentir ok d'essayer justement de rater. Et je crois que ça a toujours beaucoup résonné parce que ça permet de prendre des risques, ça permet de vraiment se chercher sans vraiment avoir cette peur de rater. Et je crois que pour ça en fait une école de cinéma, c'est qu'il l'approche en tout cas comme ça, c'est vraiment assez unique et c'est vraiment génial. Donc c'est ce que j'aurais envie de dire à des jeunes qui commencent, c'est-à-dire que vraiment les premières choses c'est pas bien et c'est normal, et puis c'est comme ça qu'on apprend et c'est pas grave au final. Et puis voilà, peut-être l'autre chose aussi, c'est que de nouveau, comme on était peu, on a formé des collaborations assez fortes. Et ça, je pense aussi que c'est assez, ça a pas de prix parce qu'on apprend des uns des autres. Et puis, de nouveau, on a des gens qui nous entourent dont on sait que non seulement qu'il y a une certaine confiance, mais sur lequel on peut vraiment se reposer. Et de nouveau, ça revient à cette espèce de bulle sur laquelle on peut compter. Et ça, je crois que c'est aussi des liens qui sont très importants de cultiver et puis de garder dans sa carrière et dans son parcours. Super. Merci beaucoup. Merci Virginie. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup Samuel pour ta participation. Vous pouvez suivre Samuel via son site samuelgrandchamp.com. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.